Bonjour Jean-Victor Blanc, Bonjour. vous êtes, vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, vous êtes enseignant à la Sorbonne, vous êtes conférencier et auteur d'un livre remarqué, Pop and Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques. C'est un livre qui est paru en 2019 aux éditions Plomb. Alors vous ne pouvez pas être parmi nous en direct aujourd'hui, c'est pourquoi on a enregistré cette intervention au préalable. Nous vous remercions beaucoup de participer à cette journée de colloque sur la santé mentale, abordée sous l'angle des dynamiques de réseau. L'équipe du CAPSI s'est tournée vers vous parce que vous parlez de la santé mentale de façon singulière. En effet, dans votre ouvrage Pop and Psy, vous cherchez à rendre accessible la santé mentale à la compréhension du plus grand nombre en utilisant les codes de la pop culture. Dans votre livre, vous répondez par exemple à des questions comme « Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears lorsqu'on est bipolaire ?» La schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité façon Black Swan? Ou une série Netflix peut-elle déclencher des suicides? L'enjeu pour vous semble de faire entendre une voix nouvelle pour parler des troubles et des maladies psychiques. D'une certaine façon, on pourrait vous comparer à la chanteuse et icône de la pop culture Cher, qui, en 1998, lorsqu'elle sort son tube Believe, a popularisé le voice coder, ce filtre qui modifie la voix et que tous les rappeurs utilisent aujourd'hui. Elle le fait pour renouveler le genre et pour se faire entendre d'un plus grand nombre. De votre côté, c'est un peu pareil. Vous faites entendre la voix de la psychiatrie en la passant au filtre de la pop culture afin de permettre au plus grand nombre de renouveler ses représentations de la psychiatrie et des troubles psychiques et ainsi d'étendre la connaissance sur la santé mentale. Au CAPSI, nous avons pensé que ce livre permet d'élargir le réseau des personnes qui se sentiront concernées par les enjeux de santé mentale en France. Et c'est pourquoi on a eu envie de vous poser 4 questions. D'abord, nous voulions savoir qui êtes-vous, quel est votre parcours, quelle est votre fonction aujourd'hui, où et comment exercez-vous la psychiatrie au quotidien. Ensuite, nous voulions vous demander comment vous définiriez le réseau dans le domaine de la santé mentale. Comment observez-vous les dynamiques de réseau dans votre pratique quotidienne, à l'hôpital ou à l'extérieur? À propos de votre livre Pop and Psy, nous voulions aussi vous demander comment peut-il, selon vous, contribuer aux enjeux de réseau? Comment est-il né? Que vient-il dire sur la psychiatrie et sur les troubles psychiques? Enfin, dans la période actuelle de crise sanitaire et de tension dans la société, comment, selon vous, est-on amené à repenser les dynamiques de réseau? Pour résumer et reprendre le titre de votre intervention aujourd'hui, comment la pop culture peut nous aider à mieux comprendre les troubles psychiques et diminuer la stigmatisation? Nous vous donnons la parole, on va échanger ensemble pendant globalement 20 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on verra. Nous vous remercions beaucoup de votre intervention, nous vous écoutons attentivement et pour paraphraser Madonna en 1989, express yourself. Merci pour cette belle introduction pleine de références à pop, effectivement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et, bon, c'est à distance, mais le cœur y est. Donc, effectivement, pour commencer par me présenter, donc je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, où j'exerce dans une unité donc non sectorisée et où je m'occupe à la fois de consultation, mais aussi d'un groupe de psychoéducation et puis de patients hospitalisés. Donc, une activité assez large auprès de patients qui ont principalement des troubles de l'humeur, donc dépression, troubles bipolaires, et également des addictions et les addictions aux nouveaux produits de synthèse. Comment Culture Pop et Psy est né? En fait, c'est né d'un constat de quelque chose que je trouvais assez frustrant, qui est que pour changer l'image de la psychiatrie, on a besoin de sortir un peu de l'hôpital psychiatrique, sortir des soins. Parce que finalement, autant au contact des patients, on se rend compte que c'est quasiment ce qui est le plus préjudiciable pour eux, le plus difficile, le plus lourd, c'est finalement le regard que la société va porter sur leur maladie. Parfois, c'est quasiment plus lourd que la maladie elle-même, ou en tout cas au moins aussi lourd. Sauf que pour faire évoluer ce regard-là, on ne peut pas avoir accès, on ne peut pas le modifier au niveau de la société uniquement auprès des patients.
ou alors à moins de réussir, et dans certains cas ça l'est, mais c'est bien sûr des parcours individuels, réussir à faire que les personnes elles-mêmes arrivent à s'émanciper du regard de la société, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est un peu lourd et qu'on ne peut pas faire porter uniquement sur le dos des patients et des personnes concernées. En rencontrant les familles, quelque chose que je fais beaucoup dans ma pratique, on se rend compte que là aussi, les idées reçues sont extrêmement variées, extrêmement négatives. Dans le groupe de psychoéducation, par exemple, du trouble bipolaire, c'est extrêmement fréquent que les patients, on consacre une séance sur les médicaments, nous disent qu'ils sont obligés de se cacher de leur famille pour prendre les médicaments, tellement ils en ont marre en fait d'entendre des phrases du type mais pourquoi ça va bien depuis plusieurs semaines, pourquoi tu prends encore tes drogues, comme si c'était une solution de facilité, un aveu de faiblesse, voire même comme si c'était quelque chose qui allait pouvoir les rendre malades. Bon, on n'oserait pas dire ça à quelqu'un qui est traité suite à un infarctus un mois après, de lui dire mais pourquoi tu prends encore ton aspirine, c'est de la drogue, les médecins te disent n'importe quoi. Bon, ça paraît être criminel et pourtant c'est ce qui se passe au niveau de la santé mentale. Donc l'idée, c'était d'essayer de trouver un moyen de parler différemment de la santé mentale. Et en fait, on m'a proposé de faire une conférence à la Fondation des États-Unis dans le cadre d'une bourse. Vincent Trémossen, qui est un jeune psychiatre, m'avait proposé de faire une conférence en me disant bah, ta carte blanche, l'idée c'est de faire quelque chose d'un peu différent où il pourrait y avoir pas que des spécialistes, pas que des personnes qui connaissent déjà bien le sujet, mais vraiment quelque chose d'ouvert. Et c'est vrai que c'était une proposition assez rare finalement pour un jeune psychiatre. Moi, j'étais encore chef de clinique, d'avoir comme ça une carte blanche sur un sujet et qui me tenait à cœur, qui est celui de la représentation de la santé mentale. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser en fait la pop culture à un moment où, que ce soit à travers l'itinéraire de la chanteuse pop Britney Spears, que ce soit Mariah Carey avec le trouble bipolaire, que ce soit Kanye West également dans le registre de la bipolarité, le sujet était un peu omniprésent dans, on va dire, l'espace médiatique, dans les séries, dans les films. Il y avait eu Certain Reason Why, il y avait eu Happiness Therapy qui avait eu des Oscars, etc. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment matière de faire quelque chose et finalement, le succès, entre guillemets, était au rendez-vous. La conférence a extrêmement bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de monde. On l'a refait plusieurs fois et à chaque fois, il y avait un engouement pareil. Et ce que j'ai constaté dès le début et ce qui m'a énormément plu, c'est que la conférence amenait des publics très divers. Il y avait des gens concernés, il y avait des proches, ça on le voyait notamment autour du temps de questions que j'aime bien toujours garder après la conférence, mais il y avait aussi des gens qui allaient venir parce qu'ils aimaient bien Britney Spears, il y avait des gens qui venaient parce que la pop culture les intéresse du point de vue par exemple de tout ce qui va être super-héros, il y avait des gens qui venaient parce que ils font un travail artistique autour de la question de la santé mentale, que ce soit l'écriture d'un scénario ou d'une chanson. Donc finalement, il y avait une sorte de mélange, de melting pot, de réseau finalement qui se créait, extrêmement varié et assez étonnant. Vraiment, en termes d'âge, en termes de sexe, en termes d'origine ethnique, il y avait vraiment un public extrêmement varié et je trouvais ça super. Et donc, d'où l'idée de creuser un peu le filon, notamment avec le livre, donc Pop et Psy. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez conçu votre livre? Alors, le livre, je l'ai conçu comme un manuel de psychiatrie où je reprends les grandes pathologies psychiatriques que sont le trouble bipolaire, les troubles du comportement alimentaire, la schizophrénie, les addictions. Et à chaque fois, on entre dans la pathologie à travers un film, parce que je trouve que la fiction est extrêmement puissante pour finalement donner une idée, un aperçu de ce que peut être la maladie mentale. À chaque fois, j'ai eu envie de choisir des films qui m'ont déjà touché en tant que spectateur et dans lesquels le regard qui est porté sur la maladie mentale est empathique. C'était pas forcément l'idée de rechercher l'aspect le plus documentaire possible, parce que finalement on se rend compte que c'est assez impossible. En fait, une fiction reste une fiction, il ne s'agit pas de leur faire dire autre chose. Mais dans un film comme Virgin Suicide, sur le mal-être à l'adolescence, ou je trouve Black Swan sur la schizophrénie, on sent quand même dans le regard qui est porté sur les personnes un respect, de pas en faire des bêtes de foire, pas en faire un monstre, pas en faire quelque chose d'inquiétant, etc. Donc,
Et à chaque fois, je dis, bah, dans tel film, ça c'est réaliste, ça l'est moins, ça peut ressembler. Ensuite, je développe un peu la pathologie, la description, à l'aide pour le coup d'articles et de recherches scientifiques, parce que je voulais aussi justement articuler à la fois le côté très pop, mais aussi de connaissances scientifiques pour pas que ce soit juste, entre guillemets, mon avis sur telle ou telle pathologie. Je m'appuie sur la science. Alors bien sûr, la science est imparfaite et on a encore beaucoup de découvertes à faire en psychiatrie, c'est certain. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça permet quand même d'avoir un certain recul par rapport à ce qu'on dit et que ce n'est pas uniquement on va dire, du parti pris. Et Okay. puis, j'alimente aussi ça avec des citations de célébrités que je trouve inspirantes sur tel ou tel sujet. Et puis, à la fin de chaque chapitre, je fais une petite vignette clinique à base d'histoires vécues, d'histoires de patients, que bien sûr j'ai mélangé ou j'ai changé de certains éléments pour les respects de confidentialité. Mais je trouvais ça intéressant de montrer aussi au lecteur que finalement, c'est pas que Hollywood, c'est pas que des films, mais ça concerne des vraies personnes. Et là aussi, alors bien sûr, là pour le coup, j'assume totalement le côté parti pris, mais j'ai choisi des histoires qui m'avaient touché, des suivis qui m'avaient touché, mais aussi qui finissent bien, des patients qui vont bien, parce que malheureusement, quand on parle de la santé mentale dans les médias, notamment, on va dire, dans les rubriques, faits divers, etc., c'est toujours des histoires sanglantes, extrêmement tristes, désespérantes, qu'il ne s'agit pas d'invalider ou de dire que ça existe ou pas, hein, mais au quotidien, et heureusement, de psychiatres, ce n'est pas que des cas dramatiques qu'on voit tout le temps. Ça paraît, alors, pour vous qui connaissez un peu le milieu, ce n'est pas une breaking news, comme on dit, mais ça peut bien se passer en psychiatrie. Il y a des gens qui vont bien, il y a des gens qui reprennent leur chemin, il y a des gens qui atteignent le rétablissement, il y a des gens qui atteignent la guérison. C'est pas de la fiction, quoi. Donc, j'ai choisi à chaque fois des histoires de patients qui m'avaient plu et inspiré là-dessus. Ok, entendu. Est-ce que quand vous vous exprimez de cette façon-là sur la psychiatrie, ça a un impact sur votre propre réseau? Effectivement, alors comme je disais, le livre, je l'avais pensé pour le grand public et je me suis rendu compte qu'il a intéressé beaucoup de mes confrères, beaucoup de soignants. Dans les conférences, il y a très souvent des soignants qui sont intéressés par le côté comment parler autrement et plus positivement de notre spécialité, comment intégrer des choses comme des films ou des rôles modèles, des célébrités, des personnes qui sont, on va dire, jugées positivement dans notre société, dans les soins, aussi comme véhicule d'espoir. Donc, finalement, ça m'a ouvert un autre réseau. Et puis, finalement, ce que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant sur le sujet, et grâce au concept de pop culture qui finalement est très large, parce que ça va du cinéma à la culture people, à la musique, à l'art, etc., finalement permet de créer des réseaux et des connexions un peu inattendues, comme je le disais, au sein des personnes qui viennent des conférences, des gens extrêmement variés. Finalement, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que ce qui les intéressait aussi beaucoup dans les conférences, c'était finalement l'échange après, d'avoir les points de vue de telle et telle personne. Et je trouve ça extrêmement riche et fertile pour la suite. Est-ce que vos patients, certains de vos patients ont lu votre ouvrage? Est-ce que vous avez des retours de leur part? Effectivement, alors j'ai pas mal de mes patients qui l'ont lu, alors qui souvent étaient surpris parce que là aussi, je me suis rendu compte que les patients projettent une image, etc. Mais je savais pas que vous sortiez de votre bureau, etc. Donc, comme si j'appartenais vraiment physiquement à l'hôpital sans jamais en sortir. Donc, ils étaient assez surpris de me voir soit dans les médias ou dans des articles, etc. Tous les retours qu'ils m'ont fait ont été extrêmement positifs. Alors, j'en étais ravi, mais là aussi, je pense il y a une certaine subjectivité. En tout cas, ils étaient vraiment très contents. Des patients plus âgés m'ont dit bon j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que je connaissais aucune des célébrités ni aucun des films, et du coup ça m'a donné envie, notamment pour la partie film, d'aller regarder ces films. Donc eux ont vu ça aussi comme une sorte un peu de guide, d'œuvre sur le sujet. Des patients beaucoup plus jeunes, pour le coup, se sont plus reconnus et on dit voilà, j'ai pu le conseiller à telle ou telle personne, l'ont prêté, donc effectivement les retours ont été très bons. Certains patients m'ont quand même dit qu'ils se sont plus ou moins reconnus, enfin, ils disaient, ah, mais quand même,
ça ressemble quand même drôlement à mon histoire, même si vous dites que machin, c'est pas la même origine. Donc, bon, effectivement, mais tous les retours ont été vraiment positifs. Donc là-dessus, j'étais vraiment ravi. Est-ce que vous avez constaté que ça a eu un impact sur certains parcours de soins? Effectivement, alors je sais que vu, on va dire, cette visibilité-là aussi, j'ai pas mal de patients qui du coup m'ont demandé justement des références de films, de livres, de bandes dessinées pour en parler à leur entourage en disant que voilà, je pouvais leur conseiller des œuvres. Donc, chose que je faisais pas du tout systématiquement avant. Dans ma pratique, donc maintenant j'essaie d'intégrer. Dans l'autre sens, quelque chose d'extrêmement enrichissant, c'est que des patients maintenant me parlent d'œuvres quand ils les ont vues. J'ai un patient qui, par exemple, me parle beaucoup des jeux vidéo et c'est que c'est un aspect que j'avais moins traité dans le livre parce qu'aussi, on ne peut pas tout faire. Hein, donc, je sais que je suis moins dans la culture du jeu vidéo, mais qui, du coup, m'a dit qu'il y avait beaucoup d'œuvres en ce moment autour de l'anxiété, de la dépression dans les jeux vidéo. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Donc, je trouve que c'est un très bon moyen, un très bon média finalement au sens propre du terme, de faire des liaisons, de sortir la psychiatrie de l'hôpital. J'ai certains patients qui viennent aussi en conférence. Actuellement, il y a un site de conférence, par exemple, dans les cinémas MK2, se dire qu'on parle de psychiatrie et qu'on mélange toutes ces thématiques-là au sein d'un endroit qui est un endroit de culture, qui est, on va dire, loin de cette image justement d'enfermement, d'exclusion. Je trouve que c'est quand même donner une visibilité assez importante et que là-dessus, notamment dans les retours de personnes qui viennent me voir après les conférences, un certain nombre sont des patients et m'ont déjà dit ah, ça fait plaisir d'entendre parler de ça en dehors, de donner une visibilité, et notamment dans un endroit qui, voilà, un cinéma, c'est le MK de Beaubourg, un endroit, on va dire, culturel par excellence, associé plutôt au divertissement ou à l'art, à la culture, en tout cas quelque chose qui a une balance plutôt positive et loin de voilà, l'énième ersatz de vol au tir des coucous, on dit bah voilà, les fous, on les enferme loin de la vie et puis c'est tout. Vous avez l'air très sensible à cette vision positive en fait des troubles psychiques ou psychiatriques. Qu'est-ce que ça raconte de vous? Pourquoi c'est si important pour vous on peut le comprendre bien sûr, mais peut-être que vous, à titre personnel, ça raconte quelque chose qui est Bien intéressant. sûr, alors j'en parle un peu dans le livre. Il y a l'histoire de ma grand-mère qui a eu un trouble psychique extrêmement sévère et je l'ai appris finalement très tard. Et c'était vraiment, ma grand-mère était aux antipodes de l'image justement que on peut avoir dans la société et que j'avais à l'époque de quelqu'un de dépressif qui ferait rien, qui serait triste ou sinistre. C'était une personne extrêmement solaire et qui avait un dynamisme à toute épreuve. Quand j'ai vraiment un aspect très positif, c'était vraiment pas la grand-mère qui restait toute seule à faire ses gâteaux, c'était la grand-mère qui finalement travaillait. Je me rappelle de Noël où on sortait à peine du réveillon et elle allait voir des personnes qu'elle voyait en tant que naturopathe. Enfin bref, donc finalement, c'est vrai que je me suis toujours dit que elle, typiquement, si elle n'avait pas eu un moment des soins en psychiatrie et des soins lourds, hein, c'était pas vraiment une petite dépression, c'était une hospitalisation très longue pendant plusieurs mois, et dont finalement peu de personnes parlaient dans ma famille, mais que finalement, si on lui avait pas donné justement cette chance d'être soignée, si on lui avait pas donné de l'espoir, et elle en parlait 30 ans après, encore avec beaucoup d'émotion quand elle parlait justement du psychiatre qui l'avait soignée. Et pourtant, ça a été une fois, ça a été très grave, mais ça a été une fois dans sa vie. Et ensuite, elle n'a plus jamais revu de psychiatre. Elle était même plutôt, on va dire, se positionner plutôt sur un registre anti-médicaments. Donc, c'était quand même assez étonnant de voir qu'elle disait oui, moi, ça m'a beaucoup aidé, mais bon, maintenant, les médicaments, je ne voulais pas en prendre toute ma vie, etc. Donc, bon, quelque chose de finalement très ambivalent et puis très humain. Donc, je pense qu'on a besoin de donner cet aspect positif et optimiste. Bien entendu, du coup, ça fait partie un peu de l'ADN de Culture Pop et Psy. Après, bien évidemment, il ne s'agit pas d'invalider
des propos, bien sûr qu'il y a des histoires extrêmement tristes, il y a des choses pessimistes en psychiatrie, il y a beaucoup de choses qui devraient être mieux. Je veux dire, il y a énormément de choses, que ce soit dans le régime médico-légal, tout ce qui va être autour des contentions, le manque de moyens. Enfin, il y a eu des abus, il y en a encore, bien évidemment. Après, je trouve que dans l'espace médiatique, on a quand même vraiment tendance à parler énormément de ces abus, des récits de personnes extrêmement sombres, sans espoir, un peu sensationnalistes. Et bien sûr, j'invalide pas du tout ces propos. Par contre, moi, je dis, bah, si vous voulez ça, ou des pensées antipsychiatriques, etc., je veux dire, ça existe et il n'y a pas besoin d'ouvrir Pop Psy pour trouver ça. Moi, mon point d'ancrage, c'est vraiment de dire qu'il y a aussi des choses positives et qu'on devrait en parler plus et que en tant que médecin, évidemment, je suis pas là, je suis pas justement, je suis pas journaliste ou je suis pas juge des libertés. Enfin, je suis là pour m'occuper des gens et je trouve que ça passe par un certain effectivement optimisme, dynamisme et un côté extrêmement porteur d'espoir parce que c'est un peu ce qu'on doit, je pense, aux patients, même si bien évidemment il y a des situations dramatiques et en tant que psychiatre, j'en ai bien évidemment. Ok. Entendu. Alors, ça amène à la question de se dire, ben, vous êtes dans un réseau, disons, plutôt médical à l'origine, et puis un jour, vous décidez de traduire vos conférences, vos interventions à travers ce livre, et donc vous quittez le réseau médical, vous allez voir un éditeur. Comment ça se passe? Alors en fait, ça s'est vraiment passé par des rencontres. C'est ça qui est aussi extrêmement enrichissant, puisque c'est Florence Trédès, donc une journaliste OL, qui avait fait un gros article sur le sujet suite à une conférence et avec laquelle je me suis vraiment bien entendu. Et finalement, on s'est revus par la suite. Je lui ai dit que j'avais l'idée d'écrire un livre. Elle m'a présenté assez rapidement l'éditeur donc chez Plomb. Donc finalement, c'est allé très vite. Et puis on se rend compte que la santé mentale, c'est très fréquent. Donc, finalement, des personnes concernées, il y en a beaucoup. Et que finalement, là aussi, je m'attendais à, honnêtement, un regard peut-être plus négatif, notamment des médias, sur le sujet. Des soignants aussi, on peut en reparler. Mais je m'attendais à peut-être à plus d'idées reçues, ou en tout cas de se dire, voilà, il n'y aura pas forcément une bienveillance envers le sujet. Et en fait, la plupart de mes échanges avec les journalistes ont été très bons. Et finalement, c'est surtout un manque de connaissances qui me motive d'autant plus pour la suite. C'est que finalement, les idées reçues, elles reposent beaucoup sur un manque de connaissances plus que sur une vraie pensée antipsychiatrique ou psychophobe. En fait, quand on explique aux gens, bah oui, en fonction de leur registre culturel, tel film, bah, finalement, ça représente assez bien. Ça, par contre, pas du tout. Telle célébrité, quand elle dit ça, eh ben, c'est vrai. J'ai des patients qui peuvent dire la même chose. Bah, finalement, les journalistes, c'est comme le reste de la population. Ils entendent le point de vue et franchement, euh, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Ouais, est-ce que ça veut dire que quand on arrive à moduler son langage en fonction des personnes à qui on parle, les choses se passent correctement sans difficulté, qu'il n'y a pas plus de résistance que ça? Effectivement, je pense que, et c'est ça ce qui m'intéresse particulièrement en utilisant la culture du divertissement, la culture populaire, c'est qu'on peut trouver, je trouve, que ce soit auprès des patients ou auprès de n'importe qui dans la société, quelque chose qui nous relie à ça. Et là-dessus, la culture populaire, elle est, je trouve, assez large pour pouvoir parler d'un film d'auteur comme Mélancolia, bon, qui quand même avec Charlotte Gainsbourg, Kirsten Dunst, donc des actrices qui sont extrêmement populaires, qui peuvent dire quelque chose, ou des films beaucoup plus grand public comme Happiness Therapy. Récemment, il y a eu la prise de parole d'Emmanuel Carrère à propos de son film Yoga où il parle de la sismothérapie. Enfin, on trouve, je trouve, des icônes ou des porte-paroles pour illustrer ça un peu dans toutes les maintenant, et c'est ce qui est positif dans la libération de la parole, c'est qu'on trouve finalement des prises de parole dans tous les domaines. Je disais l'exemple des jeux vidéo tout à l'heure, et ben, c'est génial. Je trouve que pour quelqu'un qui est très dans cette culture-là et pas du tout, par exemple, dans la culture film, et ben, c'est génial que les jeux vidéo, ce soit aussi un moyen et un moment d'en parler. Ok.
Et cette façon de moduler votre discours, dans le monde de la psychiatrie, elle a été accueillie de façon bienveillante? Effectivement, là aussi, ça a été encore une bonne surprise. Le sujet peut paraître, notamment de loin, un peu, on va dire, sensationnaliste, de dire, voilà, ça frise un peu le magazine People, etc. Alors là-dessus, j'y avais pensé à cet écueil-là, et dans le livre et les conférences, et dans tout ce que je fais, je n'utilise par exemple que des prises de parole que les personnes ont eues en leur nom propre. Donc, ça limite l'effet révélation, l'effet scandale. Tout ce que je vais dire à propos de Mariah Carey, Kanye West, Carrie Fisher, etc., c'est des choses que Lady Di, c'est des choses que eux ont dit à propos de leur propre santé. Donc, il n'y a pas de révélation people dans ce cas. Donc, ce qui est quand même très différent de commenter l'actualité people avec un œil psy, parce que ça, c'est des choses qui se faisaient déjà avant, mais pour le coup, il y avait ça, la rigueur scientifique, avec justifier mes propos à chaque fois par des écrits scientifiques, par des études publiées, etc. Donc, c'était une deuxième contrainte, entre guillemets, que je me suis imposée pour justement avoir un certain niveau de qualité. Et finalement, ce qui a fait que mes confrères ont plutôt très bien accueilli le livre, la démarche dans laquelle il était fait, c'est-à-dire la déstigmatisation. J'ai été invité à la plupart des grands congrès nationaux de psychiatrie à présenter mon travail. Donc finalement, il y a eu au début un peu de surprise vis-à-vis du sujet, mais ça aussi, j'étais assez à l'aise avec ça, le côté un peu peut-être disruptif, et en même temps une bienveillance et finalement un accueil très positif à partir du moment où, comme je te disais, j'ai expliqué ma démarche et que je l'ai fait avec du respect envers à la fois ma profession de médecin et en même temps, bien évidemment, les patients et puis les célébrités que je cite. À partir de là, vous pourriez nous dire si vous allez continuer ce type de prise de parole comme ça. Est-ce que vous avez des projets dans la même veine en vue? Effectivement, alors bien sûr, vu cette pandémie, c'est sûr qu'il y a pas mal de projets qui sont un peu plus compliqués. Alors, il y a eu le podcast Psychopop qui est sorti chez Magellan, où là aussi, j'articule un film, mais cette fois avec des extraits de films et une pathologie euh, qui est sorti cet été. Il y a également le cycle de conférences au MK2. Donc là aussi, si voulez, vous souhaitez mettre le lien pour que les personnes puissent s'y référer. Oui, Il ok. y avait, enfin il y a, mais c'est un peu un ciné-club au cinéma Le Brady, où là, pour le coup, c'est vraiment une projection d'un film et ensuite une discussion. La première séance, ça s'est tenu avec le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui a été complète. Donc, pareil, un bel engouement. Malheureusement, suite au couvre-feu, pour l'instant, c'est en pause alors que ça devait être mensuel. Donc, j'ai déjà aussi des projets pour la suite en termes de livres. Donc, effectivement, je trouve que plus je m'intéresse au sujet et plus j'ai envie de faire des choses. Donc, je suis content là-dessus. Ok, entendu. Est-ce que vous pensez que justement cette situation pandémique là nous invite à repenser nos réseaux? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que Bien sûr, alors autant je vous disais, je suis plutôt optimiste. C'est sûr que là, ce qu'on constate, bon, c'est pas très optimiste. Au niveau des suivis individuels, j'ai beaucoup de patients dont la situation est en train de se précariser de manière assez importante et on voit qu'il y a une sorte de tournant là, où il y a eu le confinement, mais finalement qui s'est pas si mal passé que ça pour la plupart des patients. Le déconfinement qui était déjà un peu compliqué, mais là, l'automne est clairement un virage où à la fois les patients commencent à s'épuiser, beaucoup de situations commencent à se précariser, et avec une réponse qui doit être sociale, éventuellement psychiatrique, mais finalement pas que, c'est certain. Donc c'est une position assez particulière. Et j'ai pas non plus, enfin, j'ai 6 ans d'exercice depuis ma thèse, donc j'ai pas non plus une expérience de 150 ans, mais bon, c'est la première fois en tout cas que je trouve, et j'en ai discuté avec beaucoup de mes collègues, et notamment jeunes, on se retrouve face à cette situation qui clairement n'est pas évidente à vivre pour les personnes, et on voit bien qu'au niveau individuel, c'est très différent pour les personnes qui vivent seules, pour les personnes qui travaillent dans certains milieux de la culture, de la restauration. Enfin, bon,
évidemment compliqué. Et les personnes ont justement besoin de réseaux, ont besoin de sortir de l'isolement ou de ne pas rentrer dans un isolement où on peut tenir quelques semaines, quelques mois, comme on l'a vu pendant le confinement, mais in fine, il y a besoin de trouver des nouveaux moyens. Alors, comme beaucoup de mes confrères, le confinement, ça a été aussi un virage à 180 degrés pour la téléconsultation, chose que je ne faisais jamais et que maintenant est rentrée vraiment dans la pratique. Donc, ça permet de maintenir un lien. C'est sûr que ça ne remplace pas, mais ça permet de maintenir un lien. Je pense aussi aux réseaux sociaux qui ont pris une importance particulière, où là aussi, il y a de plus en plus de communautés qui se regroupent autour de thématiques de santé mentale, que ce soit l'anxiété, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, que ce soit plutôt des films ou des célébrités. Donc là aussi, il y a quand même quelque chose de positif parce que ça reste un lien et à défaut de mieux, c'est déjà quelque chose qui peut aider. Mais c'est sûr qu'il reste encore des choses à inventer ou en tout cas à mettre en place parce que on voit bien que ce soit pour les personnes ayant des troubles psychiques, mais finalement pour tout le monde, ce n'est pas possible ni humain d'être dans un isolement pendant des mois et des mois. Jean-Victor Blanc, merci beaucoup. C'était très intéressant, très agréable d'échanger avec vous. J'espère que ça va intéresser les gens qui nous regardent aujourd'hui. Ils peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux facilement. Exactement, sur la page Facebook et Instagram, c'est Culture Pop et Psy. Et c'est là effectivement que je poste tout ce qui va être les informations, alors que ce soit les sites de conférences, parfois, bon là aussi c'est un peu au ralenti, mais j'avais des conférences également en région, le ciné-club et puis les futurs projets. Donc effectivement, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, et moi j'invite les gens qui veulent travailler leur réseau à vous poser des questions justement sur les réseaux sociaux si besoin. Et puis voilà, peut-être consulter votre ouvrage ou se renseigner et voilà, suivre un peu, voir comment ils peuvent décliner à leur niveau cette façon d'inventer un nouveau langage et des références communes pour parler tous ensemble de la santé mentale. Je vais vous remercier au nom du CAPSI, vraiment très chaleureusement, et au nom des gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis je vais redonner la parole à Carmen pour la suite de notre séminaire, de notre colloque. Merci beaucoup. Merci à vous.